Un petit peu l'historique de mon évolution en astrophotographie. Je fais vraiment de l'astrophotographie depuis 2008. Au début, je me déplaçais comme tout le monde. J'allais dans des sites peu pollués. Par la suite, je me suis tanné de ça parce que c'est vraiment long à s'installer. Il faut tout connecter et tout ça. J'ai expérimenté l'astrophotographie en louant des télescopes à distance, un peu partout à travers le monde. J'ai fait même une présentation ici en 2013. Par la suite, le goût de commencer à m'installer à la maison. Moi, je suis à Longueuil, en banlieue de Montréal, dans un site de pollution lumineuse que j'appelle extrême. Donc, j'ai commencé à expérimenter avec des filtres anti-pollution, me familiariser avec ça. Et j'avais une installation semi-permanente à partir de 2011. J'installais, mon équipement était majoritairement installé et je le déplaçais sur mon balcon avec tous les problèmes que cela occasionne. Comme j'ai commencé à avoir des bons résultats en pollution lumineuse, là, le rêve d'avoir mon observatoire permanent installé. Fait que je me suis installé dans ma cour à Longueuil et là, j'ai vraiment commencé à expérimenter le narrowband. Donc, mon exposé va être l'utilisation des filtres à bande étroite pour combattre la pollution lumineuse. Le plan de ma présentation, je vais faire une introduction, le matériel utilisé, les types d'objets à photographier, l'arrêt de transmission des filtres à bande étroite, l'ouverture focale recommandée, le temps d'exposition recommandé, les différentes associations de filtres pour produire des couleurs plus réalistes, la palette Hubble. Comme c'est le traitement le plus compliqué, je vais vous présenter très sommairement le traitement à palette Hubble, les références de mon exposé, et à la fin de mon exposé, il va y avoir des vidéos de formation. On ne passera pas à travers les vidéos de formation, je n'ai pas le temps en 50-55 minutes, mais à la fin de ma présentation, il y a des vidéos pour toutes les étapes. Fait que je vais aller vraiment vite à vous présenter les principales étapes. Mais le détail est à la fin de ma présentation. Cette présentation-là, elle est filmée, elle va être disponible dans Astro-Québec, dans la section didacticielle, et aussi je vais la déposer dans mon site, le Ciel Astro CCD, dans la section dossier. Pour accéder à mon site, parce que j'explique beaucoup de traitements, beaucoup de choses sur mon site. Si vous êtes intéressé à accéder à mon site, vous allez simplement sur Google, et vous tapez le Ciel Astro CCD en recherche et vous allez, le premier résultat de recherche, c'est mon site web. Voilà. En introduction, maintenant, avec les caméras CCD monochrome, la meilleure technique d'imagerie dans un ciel de pollution lumineuse important s'effectue avec l'utilisation de filtres à bande étroite, en anglais narrowband, aussi désigné filtre interférentiel. Cette technique s'utilise uniquement pour les nébuleuses à émission et les nébuleuses planétaires. En effet, dans la majorité des cas, la luminance de celle-ci se trouve à l'extérieur de la lumière émise par l'éclairage des villes. En utilisant les filtres interférentiels, on capte uniquement la luminance des nébuleuses tout en bloquant efficacement celle provenant de la pollution lumineuse. On ne peut pas utiliser ces filtres pour la photographie des amas d'étoiles et des galaxies, car la majorité de la luminance de ces objets est à l'extérieur de la bande passante étroite de chacun des filtres. Maintenant, le matériel utilisé, donc, il est recommandé d'utiliser une caméra monochrome avec une roue à filtre motorisée. Choisir une matrice au champ large, telle que la populaire CAF 8300, monochrome, 8300 pixels, avec des pixels de 5,4 microns. Le tube optique ou les tubes optiques
On utilise 2 tubes optiques, un pour le ciel profond. Quand on parle d'un tube optique pour le ciel profond, c'est la longueur focale de plus de 700 mm. Ça va servir surtout pour les nébuleuses planétaires. Quand on parle de 700 mm et plus, ça peut aller à 2000 mm, 3000 mm. Puis pour le grand champ de vision, c'est les télescopes de 700 mm et moins. Et je recommande une lunette de type ED. Ça va servir pour les nébuleuses à émission. Sera le tube le plus utilisé. Les filtres à bande étroite HAO3S2. Une monture motorisée permettant une précision de suivi en autoguidage de 5 secondes d'arc et moins, c'est-à-dire plus ou moins 2,5 secondes d'arc de l'étoile guide. Voilà. Un observatoire permanent. Pourquoi un observatoire permanent? Parce qu'en narrowband, on va voir que c'est vraiment longtemps d'exposition. Fait que le temps de s'installer et tout ça, ça prend du temps, se déplacer, s'installer. On va manquer de temps. De là, l'intérêt de s'installer en permanence à la maison. Maintenant, mon équipement, moi, que j'utilise, ce n'est pas d'un équipement haut de gamme. C'est un équipement que je considère moyen de gamme. C'est rien de prétentieux au niveau de l'équipement. Fait que la monture que j'utilise ici, c'est une monture CGEM qui permet un autoguidage à 5 secondes d'arc et moins. Tout dépendant de la mise en station. Lorsqu'elle est vraiment précise sur le pôle nord céleste, j'ai réussi à avoir de l'autoguidage à moins de 4 secondes d'arc, mais règle générale, je ne dépasse pas 5 secondes d'arc. Le tube d'optique que j'utilise pour le ciel profond, c'est un Celestron aussi, HD, 8 pouces, de Edge HD de 8 pouces, 203 mm de diamètre. Et la longueur focale est de 2000 mm. C'est un petit peu trop pour un équipement moyen de gamme d'avoir ces longueurs focales-là. Pour le réduire, j'utilise un réducteur de focale ici, 63%, ce qui donne une longueur focale de 1260 mm. Moi, ce que je recommande en astrophotographie, avec un équipement moyen de gamme, c'est 1500 mm et moins, donc j'atteins ça. La caméra que j'utilise, c'est une caméra ATIC 8300 qui utilise le populaire Kodak CAF 8300. Et aussi, je préfère, moi, guider. Ça ici, c'est la roue à filtre. C'est une roue à filtre X Agile. Et en bas, c'est une petite caméra pour l'autoguidage. C'est la caméra qui va servir pour l'autoguidage. J'opère avec un diviseur optique, off-axis en anglais. C'est plus facile de faire de l'autoguidage parce que si on perd un petit peu la mise en station, ici, c'est aussi, je l'utilise, elle, comme une lunette guide. Lorsqu'on est en parallèle, il y a une dérive. On va se ramasser avec une dérive des étoiles étirées. Et en off-axis, il n'y aura pas de dérive, même si on a un petit peu déplacé sur le pôle nord céleste. Fait que je préfère utiliser ça. Fait que donc, le problème qu'il y a avec un diviseur optique, c'est que le champ de vision est moins grand. Ça se pourrait qu'on n'ait pas d'étoiles guide, qu'on ne n'ait pas d'étoiles guide. Fait que la caméra que j'utilise ici, c'est une caméra pas dispendieuse, ZWO ASI 120 monochrome. Pourquoi monochrome? Il n'y a pas de fil de couleur. Fait qu'elle est beaucoup plus sensible qu'une caméra, le même modèle en couleur, jusqu'à 3 fois plus sensible. C'est important lorsqu'on est en ciel de pollution lumineuse extrême comme à Longueuil. Donc, et si jamais, c'est pas arrivé. J'ai fait plusieurs photos, puis c'est pas arrivé que je n'ai pas trouvé d'étoile guide. Mais si jamais ça se produirait, je transfère tout simplement ma caméra, puis je la mets là. Ça se fait en l'espace de 1 ou 2 minutes. Ici, la lunette, c'est la lunette pour le grand champ de vision. C'est une lunette de 80 mm de diamètre. C'est une Orion 80 ED. Sa longueur focale est de 480 mm. Donc inférieure à 700 mm. C'est une très belle lunette pour faire du ciel profond.
comme équipement. L'avantage qu'elle a, puis j'ai payé un peu plus cher, est en carbone. On peut s'acheter ces lunettes-là en aluminium, mais c'est plus sensible à la lumière, tandis que le carbone, c'était pas trop dispendieux, j'ai investi un peu plus pour, ça l'élimine pratiquement pour la mise au point, elle ne changera pas dû au changement de température. Voilà. Puis au niveau de l'observatoire, ici, j'ai opté pour le SkyShed Pod, qui est une fabrication canadienne en Ontario. Ça tourne, ça, le dôme, là, ça tourne, on peut le déplacer. Et c'est sans entretien. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est pas en bois, pas besoin de peinturer. Ça dure des années, aucun entretien. Moi, je ne veux pas faire entretenir ça, moi, je veux faire de l'astrophotographie. Et puis ça se vend peut-être aujourd'hui dans les 2800, 3000. C'est un équipement. Dans l'astrophotographie, il faut avoir, c'est du budget. Tout ça, c'est en bas de 10 000 $. Je crois que c'est dans l'ordre de 7 000 $. Juste la monture ici. Je vais vous parler de la monture, j'ai 5 secondes d'arc. Fait que moi, mon meilleur échantillonnage avec mon équipement, c'est 2,5 secondes d'arc. Ça prend 2 pixels pour résoudre l'image. Fait que 2,5, 2, ça donne 5, c'est la précision que j'ai. Et cette précision-là, on va voir mes images tantôt, cette précision-là est très bien. Aller à un stade supérieur pour avoir l'échantillonnage idéal de 1 seconde d'arc qui va donner 2 secondes d'arc de résolution, en ciel profond surtout, c'est l'idéal. C'est 10 000 $ juste la monture en montant. On parle d'une monture Paramount qui va donner moins de 2 secondes d'arc. Mais n'oubliez pas, avant d'investir pour cet équipement-là, qu'au Québec, la turbulence de l'air est entre 2 et 3,5 secondes d'arc. Fait qu'on investit sur un équipement super performant, puis la turbulence de l'air est au-dessus. Fait que moi, mon équipement, je me dis, c'est de base, puis je suis juste un petit peu plus haut que la turbulence de l'air moyen. Fait que je suis très content d'avoir ça, puis j'adore cette monture-là, elle est vraiment stable. Les types d'objets à photographier maintenant. En pollution lumineuse importante, zone blanche, j'ai obtenu de belles images en photographiant des amas d'étoiles. Pour les galaxies, les résultats à ce jour sont plutôt décevants. Mes meilleures images ont été produites avec les filtres à bande étroite, donc mon exposé va se concentrer sur cette technique-là. L'arrêt de transmission maintenant des filtres à bande étroite, avec des caméras CCD monochrome, on utilise 3 filtres à bande étroite. HA pour l'arrêt d'hydrogène, HFA dans le rouge, le O3, l'arrêt d'oxygène dans le vert bleu, et le S2, l'arrêt de souffle dans le rouge foncé. Il y a différentes associations possibles pour ces filtres, je vais en présenter quelques-unes. Avant de les utiliser, il faut connaître l'arrêt d'émission de la nébuleuse que l'on veut photographier. On fera alors correspondre son rayonnement avec la bande passante d'un de ces filtres ou l'association de 2 ou l'ensemble des 3 filtres. On exprime cette bande passante en nanomètres sur une échelle de longueur d'onde, wavelet en anglais. Voici donc la bande passante de chacun des filtres. Pour le H-alpha, qui est dans le rouge, c'est 656,3. Ce n'est pas 656, ce n'est pas 657. C'est 656,3 l'arrêt d'émission. C'est très, très, très précis. La même chose pour le O3, 500,7 qui va être dans le bleu-vert. Et le S2 qui est 672,4. Donc, les filtres ont pour fonction de capter le plus près possible ces raies d'émission. En général, la bande passante étroite est de l'ordre de 7 ou 5 nanomètres. Il est à noter qu'il existe d'autres largeurs de bande passante. On a 8 nanomètres, on a 10 nanomètres, 3 nanomètres. Si jamais vous procurez des filtres avec une bande passante
de 3 nanomètres, mettez la main dans votre portefeuille, ils sont très dispendieux. Très, très, très dispendieux, parce que c'est très difficile de produire un filtre avec une bande passante si étroite. Maintenant, on va regarder au niveau de la longueur d'onde où se situent ces filtres-là. Fait que la ligne verticale, c'est le pourcentage de transmission. Puis la ligne horizontale, c'est la longueur d'onde. Wavelet en anglais, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est le spectre visible qu'on peut photographier. Et puis, en passant, l'œil humain, pourquoi il est sensible au vert? C'est que tout le monde sait, quand on regarde la nuit, notre œil se concentre à 550 nanomètres environ, en plein milieu du spectre lumineux. C'est pour ça qu'on ne voit pas les couleurs. Notre cerveau ne peut pas aller chercher les couleurs, donc il nous présente l'image en noir et blanc. Et ici, c'est des filtres en bleu foncé, en bleu pâle, vert pâle et rouge pâle. C'est les filtres standards, rouge, vert et bleu. On voit qu'ils couvrent au complet le spectre lumineux. Les bandes passantes étroites, il y en a 4 types possibles, H-bêta, O3, HA et S2. Ils sont vraiment étroits. On peut voir, on peut vraiment saisir que c'est vraiment étroit à comparer au filtre standard. C'est d'aller chercher l'arrêt de transmission. 656,3, il faut aller le chercher. Et le H-bêta n'est pas utilisé en narrowband. Une des raisons, c'est que le O3 est entre le vert et le bleu, comme on voit. Donc, on va pouvoir simuler le bleu et le vert lorsqu'on va utiliser une technique pour aller chercher la couleur le plus proche possible naturelle de la nébuleuse. On va utiliser le filtre H-alpha. Ici, le filtre H-alpha, les nébuleuses à émission, il y a beaucoup de signal en H-alpha. Beaucoup de signal. Et il y a même des nébuleuses que c'est pratiquement juste du H-alpha comme signal. Puis le O3, le S2, je veux dire, qui est à l'extrême droite. On dit que ces filtres-là, ils transmettent 95% plus. Ils transmettent tous plus de 95% de la lumière. L'ouverture focale recommandée. Avec l'utilisation des filtres à bande étroite, il est recommandé d'utiliser une ouverture focale plus fermée, F4 et plus, c'est-à-dire F5, F8, etc. Si on utilise une focale plus ouverte, inférieure à F4, c'est-à-dire F3, F2, il y aura un déplacement. Et ça, c'est important de savoir ça. Il y aura un déplacement de l'arrêt de transmission des filtres à bande étroite, les rendant moins efficaces. Plus la focale sera ouverte, plus le déplacement sera important. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser ces filtres avec une focale ouverte, préférez l'achat de filtres avec une bande passante de 10 nanomètres et plus. Là, je parle surtout des gens qui font de l'hyperstar à F2. C'est très, très ouvert. On acquiert beaucoup de lumière. Mais si on utilise un filtre, les filtres à bande étoile, il se déplace. C'est le filtre, lui, qui est plus capable. Il est équilibré pour des focales de F4 et plus, F5, F8. En bas de ça, il y a déplacement. Et on ne saisit plus l'arrêt d'émission. On peut tomber à 50% de la transmission. Ici, juste avant, quand on parle qu'un filtre a 5 nanomètres, admettons, de bande passante, c'est à 50% de la transmission. On est à 5 nanomètres ici. Mais regardez, ça se réduit. Plus on monte, ça se réduit. Fait que quand on n'est pas à 5 nanomètres en haut, on est à 50%. Fait que là, on va se trouver avec des focales comme F2 à peut-être arrêter ici. Ça va s'être déplacé, la transmission, puis on va perdre de la luminosité. C'est ça que ça veut dire. Et la référence, pour ça que j'ai été chercher, c'est Star Arizona, le site de Star Arizona qui nous mentionne ça, et c'est vraiment important de savoir ça. Maintenant, les temps d'exposition recommandés. L'imagerie avec les filtres à bande étroite demande de longs temps d'exposition pour obtenir un rapport signal-bruit suffisant.
En effet, bien que chaque filtre laisse passer plus de 95% du signal dans sa raie de transmission, il faut que ce dernier passe à travers le filtre. En gros, c'est comme l'été, on porte des lunettes soleil pour ne pas se faire éblouir les yeux. On a le signal quand même, il est diminué. Donc, il faut que le signal qui passe à travers, c'est comme une lettre de soleil, il passe à travers, il est filtré un peu. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser le bin 2.2 pour produire ces images. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le bin 2.2, on a le bin 1.1, c'est 1 pixel. Le bin 2.2 va créer un super pixel. 2 pixels en hauteur, 2 pixels adjacents en largeur. Ça va créer un super pixel de 4 pixels. Ça veut dire qu'on va acquérir 4 fois plus de lumière. 4 fois plus de lumière que le bin 1.1. Vu que les filtres, il faut exposer, puis encore plus exposer longtemps que les filtres traditionnels rouge, vert et bleu, je conseille le bin 2.2. Donc, un temps d'exposition par photo de 5 minutes à f6 en bin 2.2 est considéré comme un minimum. C'est important, ça. 5 minutes, on multiplie par 4, ça veut dire 20 minutes par photo. 20 minutes, c'est un minimum. Puis moi, vous allez voir mes images, ils ont beaucoup de profondeur. Moi, je ne me contente pas de ça. Je fais à la focale f6 et f6,3, le bin 2.2, 10 images de 10 minutes. 10 minutes par image, ça veut dire 40 minutes par photo. Ça prend toute une monture pour faire 40 minutes par photo. 10 minutes par photo, mon équipement, aucun problème de faire ça. Donc, on va calculer ce que ça donne. 10 images de 10 minutes, c'est 1,67 heures par filtre en bin 2.2. En bin 1.1, ça tombe à 6h68. Ça prend plus d'une nuit. J'ai juste utilisé un filtre. Si on utilise deux filtres, le temps d'exposition sera de 3h33. 13h32 en bin 1.1. 3 nuits. Si on insiste à utiliser le bin 1.1, 3 nuits. Et si on utilise les 3 filtres, c'est 5 heures. Ça se fait en une nuit. Moi, quand j'utilise les 3 filtres, la plupart des nuits, je réussis à le faire en 5 heures. Ça prend toute la nuit. Mais vous savez ce qu'on a quand on fait de l'astrophotographie, les nuages se présentent. Et là, on perd du temps. Au pire, je vais prendre 2 nuits si ma nuit qui était prévue être dégagée, puis les nuages se présentent. Mais n'oubliez pas que c'est 20 heures en bin 1.1. C'est 4 nuits. C'est 4 nuits qu'il faut consacrer pour avoir la même luminosité. 4 nuits, là, au Québec, avec les temps dégagés qu'on a, les ciels dégagés qu'on a, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important ce que je vous dis. Vous allez voir mes images, vous allez dire, comment ça se fait qu'il y a tant de détails? C'est des longs temps d'exposition. Puis la stratégie que j'utilise, c'est le bin 2.2. Très important de se souvenir de ça. Donc, pour connaître l'équivalence des temps d'exposition, j'ai dit, moi, mes focales, c'est pas F6, moi j'ai F5, j'ai F7, F8. Je ne peux pas embarquer dans tous les détails dans ma présentation. Donc, il y a la section calcul astronomique, à la section l'ouverture focale et de temps d'exposition. Vous pourrez faire la conversion pour votre équipement. Pour produire des images en couleur plus réalistes, on va utiliser l'association HAO3O3. Donc, on a vu que la couche rouge, le HA est dans le rouge, on va la mettre on va l'utiliser pour la couche rouge. Pour la couche verte et bleue, on va utiliser le O3, comme on a vu, c'est entre le rouge et entre le vert et le bleu. Donc, on va être capable, avec seulement ce filtre-là, de simuler le vert et le bleu qu'il y a dans la nébuleuse. Et ici, j'utilise ça pour les nébuleuses à majorité, puis le signal est dans le H alpha. Même le signal est présent, où est le O3, où est... Les nébuleuses qu'à 90% du signal est dans le H alpha, je vais utiliser à ce moment-là l'image H alpha comme image de luminance. Voici ce que ça donne, la nébuleuse de l'étoile flamboyante, prise à Longueuil dans un ciel de pollution lumineuse extrême. On voit beaucoup de profondeur dans l'image. Ici, là, c'est de magnitude de plus de 15 de magnitude. J'ai été chercher
bin 2.2, 20 heures d'exposition là, en bin 1.1. C'est l'équivalent de 20 heures. Au niveau de la résolution maintenant, de la netteté, on va dire bin 2.2, on perd de la résolution, mais la résolution est satisfaisante. Si vous le regardiez, cette image-là, sur un PC, c'est beaucoup plus net que ça, là. Et il y a une très, très belle résolution. Regardez la netteté, les contrastes que j'ai été chercher, les étoiles qu'il y a alentour. Je suis à Longueuil. Moi, quand je regarde mon ciel à l'œil nu à Longueuil, à partir de 30 degrés, aller au zénith, c'est entre 50 et 100 étoiles que je peux. Regardez les étoiles qu'il y a dans cette image-là. Incroyable. Un autre exemple, la nébuleuse du Papillon. J'ai pris ça à Longueuil. Toujours à Longueuil, dans un ciel de pollution lumineuse extrême. Et ici, le papillon, on voit ici, c'est son aile ici. Son corps, c'est la section sombre. Et son autre aile. Mais moi, je vous dis, cette image-là, là, j'ai vu des images sur Internet, on ne voit pas, pratiquement pas, de détails ici. Le papillon, il est plus apparent, si vous voulez. Mais moi, la profondeur que j'ai réussi à aller chercher, c'est qu'on a de la misère à voir l'autre aile parce qu'il y a beaucoup de nébulosité que j'ai réussi à aller chercher dans cette région-là. Longueuil, je suis à Longueuil. Incroyable. Quand j'ai fini de la traiter, j'ai dit, je ne le crois pas moi-même. Fait que voilà. Fait que très, très, le secret, le bin 2.2. Et ici, la nébuleuse du Sorcier, la même chose. Regardez-moi les étoiles qu'il y a alentour. Ici, le Sorcier, où est-ce qu'est le Sorcier? Je vais vous le montrer. Ici, on voit son petit chapeau, son tête, son œil, son nez, puis sa longue barbe. Sorcier de l'époque médiévale. Les sorciers, il y avait des longues barbes. Là. Fait qu'on le voit très, très bien. J'ai réussi à aller chercher ces détails-là. Ici, en passant, le bleu là, qui apparaît ici, c'est le O3 qui a permis... fait il n'y avait pas de signal S2 dans cette nébuleuse-là. Puis le O3 était juste là. Tout le reste, c'est du H-alpha. Puis où est le O3? Il y a du H-alpha aussi. Fait que, j'ai réussi à aller chercher cette belle petite couleur bleue-là avec l'association HAO3O3. Pour produire des couleurs plus réalistes, toujours, on va utiliser une variation de l'assemblage. C'est surtout au niveau de la luminance. On va utiliser le H-alpha-O3-O3 pour produire l'image couleur. Puis pour l'image de luminance, qui est toujours en monochrome, on va associer le HA et le O3. On va faire ça lorsqu'il y a beaucoup de O3 dans l'image, puis que le H-alpha est peu présent. Voici un exemple. La nébuleuse de la sorcière, NGC 6960. Ici, dans le bleu, ici, là, c'est beaucoup, beaucoup de signal O3, peu de signal H-alpha. Pour aller chercher toute la nébuleuse, tous les contrastes, les beaux contrastes, on a utilisé le H-alpha et le O3 comme image de luminance. Regardez ici les détails qu'il y a dans le fond du ciel, ici, là, les détails qu'on voit là. Le nombre d'images qu'on voit, toujours à Longueuil. Incroyable. Pour produire des images plus réalistes, on peut aussi utiliser d'autres associations de filtres. Par exemple, HAS2O3 ou HAO3S2. On favorisera ces associations lorsqu'il y a beaucoup de souffle dans l'image. Il est à noter que les couleurs des images apparaîtront moins réalistes que l'association HAO3O3. Puis je dois dire que certaines associations, ça commence à être bien réaliste. Mais moi, quand j'ai du signal dans les 3 couches de couleurs, quand j'ai le signal dans ces 3 couches-là, je ne fais pas ça, moi. Je m'en vais directement à la palette Hubble. Je produis directement, vous allez voir, les images produites en palette Hubble. Qu'est-ce que c'est ça, la palette Hubble? C'est quoi ça? C'est la photographie en bande étroite a été élaborée au début pour des besoins scientifiques.
Les premières utilisations ont été conçues pour le télescope Hubble. L'association des filtres a servi à faire ressortir dans les images la répartition chimique des principaux éléments de la nébuleuse. L'association est la suivante. S2 pour la couche rouge, HA pour la couche verte, c'est particulier, là. On met le HA qui est en rouge, on la met dans la couche verte, et le O3 dans la couche bleue. Le vert, donc, dominera dans l'image, parce que c'est l'image la plus dynamique, c'est le HA. Le vert va dominer dans l'image. On désigne maintenant cette association de fils par la palette Hubble. L'image produite sera donc en fausse couleur. Voici une image couleur produite en utilisant la palette Hubble. On voit ici que le vert domine, beaucoup de vert. C'est sûr, on a associé la couche H-alpha dans le vert, fait que le vert domine. Puis les gens qui font les gens qui font la palette Hubble n'aiment pas ce vert-là. Moi, personnellement, j'aime pas ça du tout. Je trouve même l'image un petit peu indigeste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les gens, donc, convertissent. Il y a différentes techniques pour convertir. Ils convertissent cette image, cette couleur verte-là, peu digeste, en couleur cuivrée. Donc, pour la convertir, moi, personnellement, j'utilise la conversion sélective des couleurs de Photoshop. Voici une image présentant cette conversion. Regardez les belles couleurs qu'on a. La raison d'être de la palette Hubble, ça prend du signal dans les 3 couches de couleurs. Regardez la variété des couleurs qu'on a, toutes les belles variétés de couleurs. La couleur verte, elle a été convertie en couleur cuivrée, une grosse partie de la couleur verte, ce qui donne une image plus agréable, plus digeste à regarder. Et regardez toutes les couleurs qu'on a. Et quand on regarde toute cette variété de couleurs-là, qui fait tout ressortir les contrastes encore plus de la nébuleuse, on voit un effet de 3 dimensions. On voit apparaître ici, on dirait que ce qui est foncé ici est plus en avant. Retrait. Très, très intéressant de faire la palette Hubble lorsqu'on a du signal dans les 3 couches de couleurs. Un autre exemple, la grande nébuleuse d'Orion, toujours en palette Hubble. Regardez toute la belle variété de couleurs. Regardez ici dans le fond du ciel, c'est une magnitude de plus de 15. J'utilise un télescope de seulement 80 mm. Ça prend moins de lumière qu'un télescope de 10 pouces. Là. Regardez tous les détails. Le BIN 2.2 et le secret, toujours, même en palette Hubble. Et ici, la nébuleuse du fœtus, IC 1848. En passant le fœtus, on voit sa tête ici. C'est assez facile à voir, lui. Puis son corps en position de fœtus. C'est pour ça qu'on l'appelle la nébuleuse du fœtus. Regardez les belles variations de couleurs ici qu'on a, qui ajoutent à la beauté de cette nébuleuse-là. Maintenant, le traitement de la palette Hubble. L'exposé présentera la technique que j'utilise avec Photoshop pour le traitement des images produites en palette Hubble. Je vais expliquer comment convertir la dominante verte des images en couleur d'apparence cuivrée. La présentation se fera en 4 étapes. On va passer très rapidement sur ça, mais pour ceux qui s'intéressent, il y a des vidéos détaillées de formation que vous pourrez utiliser, exploiter si vous vous intéressez à cette palette-là. Donc, le premier, il y a 4 traitements à faire. L'équilibre des 3 images, S2, HA, O3, c'est vraiment important. Cette étape-là, c'est l'étape de base qui va déterminer le succès de votre utilisation de la palette Hubble. L'assemblage des 3 couches de couleurs, la conversion de la couleur verte en couleur cuivrée, l'utilisation d'une image de luminance, toujours. Donc, pour bien faire ressortir les nuances et couleurs de chacune des 3 images, S2, HA, O3, il est très, très, très important de traiter individuellement ces images. L'image la plus dynamique, offrant le plus de détails, étant l'image HA. On développera l'histogramme des 2 autres couches
pour les faire correspondre en intensité à l'histogramme de l'image H-alpha. Le succès, j'insiste là-dessus, le succès du traitement des images en palette Hubble dépendra en grande partie de ce premier traitement. Pour bien effectuer cette tâche, on utilise les 3 premiers processus qui sont détaillés sur mon site web. Les vidéos de formation sont à la fin de ma présentation. On fait le retrait, on est en pollution lumineuse, on effectue le retrait du gradient, on l'effectue au besoin. Ça m'est déjà arrivé dans la couche H-alpha, je n'avais pas de gradient. Quand même, la couche H-alpha affile vraiment bien la pollution lumineuse, ce qui n'est pas le cas de la couche O3 en passant. L'équilibre des images avec les techniques des points noirs et blancs. Puis l'utilisation des courbes pour le développement, en anglais stretching, de chacune des images. Fait que voici ce que ça donne. C'est qu'on a ici l'image S2, HA et O3. L'image qui a le plus de signal, c'est toujours la couche H-alpha. Là, on a fait des efforts supplémentaires ici pour aller chercher le plus possible de détails de l'image S2 et O3. Ici, c'est une belle, la nébuleuse de la Rosette, c'est une belle nébuleuse à faire en H-alpha. Ici, quand je parle de l'histogramme, c'est les niveaux de Photoshop qui affichent l'histogramme. Ici, c'est dans le noir, puis ici, on a développé l'histogramme à peu près semblable, similaire. Très important pour avoir un bon signal dans les 3 couches de couleurs. Très important, cette étape-là. On peut observer ce qui suit dans les 3 images. Je pense que je vous en ai parlé, là, je vais passer. C'est des notes. Il y a un bon signal, je vous ai parlé de ça, l'histogramme des 3 images. Oui. Et aussi, la dernière, c'est qu'on va, dans ce cas-là, toujours utiliser l'image H-alpha comme image de luminance parce qu'on a vu que le H-alpha est partout dans l'image. Et où il y a du S2 puis du O3, le H-alpha est présent. Fait qu'on va utiliser le H-alpha comme image de luminance. C'est lui qui a la meilleure dynamique, c'est lui qui a la plus belle profondeur, puis les plus beaux détails. Fait qu'utiliser seulement l'image S2, HA, O3, ça va être une image plus bruitée, avec moins de profondeur, puis avec moins de détails. Puis pour l'assemblage des couches de couleurs, c'est expliqué en vidéo. En fait, ce qu'on fait, mettons qu'on choisit l'image, on part avec l'image S2, on ouvre l'image H-alpha puis O3, puis on ouvre la section ici des cales, des couches, puis on active juste avec l'œil le vert. On sélectionne notre image H-alpha, on fait copier, puis on vient la coller dans la couche verte. Un peu. C'est un petit peu comme ça qu'on fait l'assemblage des 3 couches de couleurs avec Photoshop. On va remarquer, une fois assemblé, qu'il y a une couleur magenta dans les étoiles. Pour l'amoindrir, on va utiliser une première correction sélective des couleurs. Puis là, c'est dans les menus, images, réglages, correction sélective. On sélectionne la couleur magenta, puis on amène le curseur magenta à -5. Voici les résultats que ça donne. Là, il n'y a pas eu de conversion de la couleur verte en couleur cuivrée. Ce qu'on observe dans les étoiles, qu'il reste encore du magenta dans les étoiles. Il y a un rouge magenta. Donc, nous le ferons disparaître lors de la superposition de l'image H-alpha sur l'image S2 HAO3 qu'on vient de produire dans le processus 4 à venir. Le vert domine. On va regarder maintenant comment faire la correction sélective, utiliser la correction sélective des couleurs pour corriger, pour l'emmener à une couleur cuivrée. C'est purement, c'est un processus. Je n'élaborerai pas sur le processus, mais c'est de la manipulation. On fait de la manipulation des couleurs. Il y a plusieurs manipulations à faire, mais c'est purement processural. C'est très facile à faire. C'est un processus qu'on applique pour la couleur verte, pour la couleur jaune et le cyan qu'on va utiliser. L'avantage de la correction sélective des couleurs, c'est qu'on n'utilise pas les couleurs primaires. On utilise des couleurs secondaires. Donc, on n'affecte pas le signal de chacune des couches. Si on le faisait avec
PixInsight, on ne peut pas avec PixInsight utiliser, il n'y a pas de technique pour les couleurs secondaires. Il faut y aller avec les couleurs primaires. Mais on peut la faire, la conversion, avec aussi. Mais on va perdre du signal, surtout du signal H-alpha. On va le perdre, on va le convertir, mais on ne conservera pas le signal. Donc, c'est mieux d'utiliser cette procédure-là de Photoshop pour faire la conversion. Maintenant, voici l'image convertie dans ce processus-là. Voici en comparaison, comparer les deux processus. On voit que la couleur cuivrée, on a obtenu la couleur cuivrée qu'on voulait en faisant ce processus-là. L'utilisation d'une image de luminance. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, on utilise dans ce cas ici l'image H-alpha comme image de luminance. Et la suite des traitements se fera avec Photoshop et PixInsight selon vos traitements personnels. Dans cette conférence, on n'entrera pas dans tous les détails de finition. Et voici l'image que ça donne à la fin. Je vous l'ai déjà présenté. Ici, on voit, entre autres, que le magenta a complètement disparu autour des étoiles. Et ici, en passant, il y avait des étoiles étirées un peu ici, parce que j'avais un problème de tilt dans mon équipement. Ma caméra, roue à fil, tout ça, c'est pesant. Fait que ça a déplacé un peu la perpendicularité, si tu veux. Puis j'avais des problèmes de tilt. Il n'y a aucun problème pour moi. J'utilise Focus Magic. Prenez ça en note, Focus Magic, pour corriger les étoiles allongées. Dans mon site web, je ne me souviens pas, je pense que c'est le 7e processus, j'explique comment utiliser Focus Magic pour corriger les étoiles allongées. Fait que moi, c'est mon plan B. Je me trouve une fois de temps en temps à avoir un problème de tilt, puis quand je rentre bien ma caméra, j'en ai pas. Fait que quand je l'ai, j'ai dit pas de problème, plan B, Focus Magic. Regardez, il n'y a pas aucun artefact de créer en passant, en corrigeant les étoiles allongées. Fait que je suis très à l'aise, je suis très confortable avec ça. Donc, la référence, c'est mon site, le Ciel Astro CD, les sections, la palette Table, traitement des images. J'explique tous les traitements que je fais sur mes images. Traitement avancé, c'est des traitements dans des cas particuliers qui demandent un petit peu plus de travail, mais c'est pour des cas particuliers. Traitement avancé que je vous invite à consulter. Calcul astronomique, il y a beaucoup d'informations que je donne pour bien évaluer votre équipement, bien choisir le champ de vision, tout faire les calculs astronomiques, une section très intéressante de mon site. Traitement d'images et calculs astronomiques sort régulièrement dans les 5 pages les plus consultées de mon site web. Pour tous les détails techniques des images, de l'image présentée, si vous êtes curieux, je dis, bon, comment tous les résultats, vous pouvez cliquer sur ce lien et moi, tous les traitements que j'ai faits sur mes images, dans mon site web, j'explique toute la procédure. Naturellement, ça peut être je ne comprends rien. Tu sais, il y en a qui ont dit je comprends. Voler le traitement d'image, puis c'est un résumé, là. Je l'explique de façon détaillée. Tout ce que je dis en 2 mots, 3 mots, c'est expliqué de façon détaillée sur mon site. Et je vous invite à me suivre sur Facebook. Donc, je vous remercie de votre attention. Puis juste pour vous montrer ici, maintenant passons à l'action, juste pour vous montrer tout l'accès, toute l'information que je vous donne sur la palette Table. Le premier traitement, le retrait du gradient, une vidéo de formation. L'équilibre des images, une vidéo de formation qui détaille. L'utilisation des courbes et le développement stretching, vidéo de formation. J'insiste pour bien équilibrer vos images. Après ça, on passe à l'étape 2, l'assemblage des 3 couches de couleurs. Vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez sur YouTube. J'ai tout déposé mes vidéos de formation sur YouTube. Il n'y a pas d'installation à faire sur votre ordinateur, rien. Vous cliquez dessus, puis vous êtes directement dans la vidéo de formation. Et ici, la même chose pour tout le reste. Et ici, c'est ce que vous pourriez vous attendre d'avoir comme résultat. De l'image. Pas tous les traitements. Je n'explique pas tous les traitements, j'explique juste les traitements spécifiques à la palette Table. Fait que si on compare avec l'image finale, en passant est plus nette parce qu'il y a des techniques
qu'on utilise pour améliorer la netteté de l'image, parce qu'on est en turbulence de l'air, on est le vent, une mise au point un petit peu imparfaite, tout ça va nous amener, mais il y a des techniques d'amélioration de la netteté d'image que j'explique sur mon site Web. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ma présentation vous a plu, puis qu'elle va vous intéresser à faire la paletable puis à exploiter. Merci Richard. Oui. On a un petit peu de temps pour les questions. Il y en a-tu qui ont des questions posées? Ah, ça a l'air que c'était clair, Richard. Je reviens quand même aux vidéos que tu fais. Là. Richard a donné une formation à l'ACAIC l'année passée. Super intéressant. Là, c'est sûr que le colloque CCD, c'est de l'information. Je suis certain que la plupart des conférences qu'on a eues ce matin, les gens sont perdus, puis moi-même. Ça, c'est normal, c'est dans tous les colloques. L'ACAIC, ça nous permet de prendre le temps de comprendre c'est quoi les explications. On a des images, on fait de la pratique avec le moniteur, puis il n'y a pas de limite de temps. C'est pour ça que c'est une retombée du colloque CCD. Oui. Il explique qu'est-ce qu'on peut faire dans la pollution lumineuse, que c'est quoi sa recette à lui. L'ACAIC, si vous êtes intéressé, il va probablement peut-être revenir cette année, on va se recontacter. Si des gens intéressés, des fois c'est juste à titre d'information. On dit ça m'intéresse, mais je ne comprends pas la technique, il faut le pratiquer, puis avec le temps, des fois ça peut prendre un X temps, année. Là. Ben, la personne se dit moi je suis en pollution lumineuse, je sais qu'on est capable de faire de la belle photo. Maintenant, j'ai acquis des connaissances de base, ça m'intéresse, je m'équipe en conséquence. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup à ceux qui sont ici, qui ont de l'expérience, de prendre le temps. Il y a des logiciels qu'on a, exemple, début capture vidéo, celui qu'on utilise présentement pour enregistrer des conférences. C'est les mêmes qu'on utilise pour enregistrer des formations aussi à l'ACAIC. Tu enregistres ton écran, tu expliques c'est quoi tu fais, tu l'envoies sur YouTube, puis tu envoies le lien YouTube dans la section didacticielle, et là, tout le monde a accès. Et là, chez vous, à tête reposée, vous pouvez regarder l'image. On recommande de mettre des images aussi de pratique, les mêmes que vous utilisez dans votre tutoriel. Et là, ça nous permet d'apprendre. Et YouTube, c'est une source extraordinaire de formation. Il y en a sur tout. Il y en a sur PixInsight, il y en a sur Maxime DL, de Sky, il y en a Technique Narrowband, il y en a plein. C'est des gens qui sont un peu partout, mais la plupart du temps, ils sont en anglais. Bon, nous autres, on en a en français aussi. Puis il y en a en Europe aussi. C'est souvent des gens, ils chargent. Là. Si tu vas avoir accès à leur vidéo, il faut que tu payes un montant, puis ça, c'est plate un peu. Là. Il y en a qui ne sont pas fait de l'argent, mais nous autres, c'est tout gratuit. Fait que Richard, ses tutoriels sont sur le site de Session Didacticielle, son site web. Puis un gros merci, Richard, en passant de ta collaboration.